Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette table ronde exceptionnelle où nous allons bien sûr explorer l'un des piliers stratégiques de notre nation, c'est-à-dire les infrastructures portuaires de Djibouti, le cœur même de notre développement économique et géopolitique. Alors, à mes côtés se trouve plus précisément à ma gauche Hamda Hussein Farah, directrice générale de Djibouti Shipping Repair, ou le dock flottant bien sûr, mesdames et messieurs, vous l'avez sûrement remarqué lorsque vous passez sur la route de Venise. À ma droite se trouve Abdillahi Adawi Sigad, que vous connaissez tous, le directeur général de la SGTD, et enfin M. Hussein Ahmed Humed, directeur du port de Demerjo. Sans plus tarder, mesdames et messieurs, nous allons commencer cette table ronde exceptionnelle où nous allons explorer plusieurs secteurs. Et pour commencer, je voudrais poser une question générale qui concerne nos trois invités. D'abord, bonsoir et bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Comment se portent les activités de l'autorité des ports et des zones franches? Je commence par Hamda. Merci pour l'invitation. Les activités de l'autorité des ports et des zones franches se portent bien. On diversifie nos activités. On est sorti un peu de notre corps de métier. On est même allé dans l'énergie. Globalement, tout se passe très bien. Voilà. Et on respecte la vision également 2035. Merci beaucoup, Hamda. Merci, Mohamed, pour l'invitation que vous nous avez envoyée. J'aimerais rajouter que les activités portières se portent bien. Ceci se manifeste par le développement actuel du port de Demerjo. Abdillahi Adawi Sigad. Merci également Mohamed et merci à la direction de la RTD, mais également à notre direction et à nos autorités portières pour nous donner cette opportunité d'expliquer et de mettre à jour le public djiboutien et le public international, dont nos clients, sur nos activités. En ce qui concerne l'activité des GTD, qui est les conteneurs terminal, l'année 2023 était bonne. L'année 2024 est une année très bonne. Alors, pour commencer, mesdames et messieurs, juste pour rappel, chacun va intervenir dans son secteur et nous allons tout de suite, sans plus tarder, commencer avec la SGTD. Parlez-nous un peu de la SGTD. La SGTD, alors pour parler des SGTD, il faut un peu remonter dans le temps et parler des activités des ports et des zones franches. Vous savez que dans les années 2000, la vision de leadership du pays, le président de la République, était de développer et de profiter des avantages géographiques et de l'expérience en matière portuaire qu'avait Djibouti et les populations djiboutiennes. Et donc à ces titres, la vision était de dire diversifions cette activité. Vous savez qu'avant les années 2000, nous avions un seul port, le port de PID ou l'actuel PDSA. Et ensuite, alors ce qui a été décidé, c'était de séparer les différentes activités pour le mieux développer. C'est dans ce cadre qu'a été créée une société à l'époque qui s'appelait DCT, Doral Container Terminal, et dont l'objectif était de développer l'activité conteneur, qui a une vocation à supporter les économies de ce qu'on appelle des clients de gateway, c'est-à-dire les pays rattachés au port, comme Djibouti et l'Éthiopie, mais également qui a un fort potentiel de développement à l'international. Donc c'est l'activité conteneur. Donc DCT a fonctionné un certain temps. Comme vous le savez, il y a une divergence des stratégies et des vues avec les partenaires que Djibouti avait confié la gestion. Parce que Djibouti a toujours été majoritaire et propriétaire de ce terminal. Et ensuite, suite à cette divergence, l'État a décidé de prendre le contrôle des activités conteneurs. À cette occasion, a créé la société SGTD. Et donc, qui poursuit cette même mission, qui est une mission de fidéliser les services, et fidéliser les clients et améliorer les services aux clients portuaires de Djibouti, de l'Éthiopie, et de deux, de développer l'activité conteneur à l'international. Donc la mission des GTD, c'est cette mission-là, et donc qui se poursuit jusqu'à maintenant. Alors pourrons-nous dire que la SGTD a réellement réussi sa mission? Et pour arriver à satisfaire les clients, avez-vous changé quelque chose?
Pour cela, il faut retracer la période d'existence des GTD et comparer au moment du contrôle des management ou de la gestion par l'État djiboutien en 2018, quelle était la situation et le comparer à la situation d'aujourd'hui. C'est parce que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Pour l'activité Gateway, Djibouti-Éthiopie, nous avons l'essentiel du trafic de ce pays, pour ne pas dire la totalité. La croissance des GTD est conforme à la croissance économique et en particulier de l'activité conteneur de ces pays. Donc nous avons consolidé, amélioré les services et en ce qui concerne la capacité de stockage, la capacité de traitement des conteneurs et surtout la capacité de livraison et de réception des imports-exports de ces deux pays. Donc cette partie, ça a été, aujourd'hui il y a un niveau de satisfaction de nos clients qui le prouve. Et le fait majeur, c'est que ces clients, les mêmes clients aujourd'hui, sont 100% à Djibouti. En ce qui concerne la partie internationale, régionale internationale, là également, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Les 3 derniers mois de la présence de l'ancien opérateur, c'est-à-dire octobre à janvier, les terminals manutentionnaient à peu près 4000 conteneurs par mois à l'activité internationale. Aujourd'hui, on est entre 40 et 45 000, c'est-à-dire 10 fois plus. Donc nous pensons que nous sommes sur le bon chemin, nous ne sommes pas au bout. Comme nous avons dit, le potentiel est important, mais c'est une activité de transbordement qui a été multipliée par 10. Donc nous pensons que la mission a été accomplie, mais la mission, c'est une mission de longue haleine et ce n'est qu'une étape. Ce n'est qu'une étape, d'accord. Merci, M. Abdellahi Adaoui Sigad. Je reviendrai vers vous. À présent, mesdames et messieurs, je voudrais qu'on évoque un point important. Forcément, lorsque vous passez sur la route de Venise, vous voyez sur la mer un engin vraiment qui ne passe pas inaperçu. Tout le monde se dit que c'est un bateau, mais parfois les gens se posent des questions. À quoi sert ce bateau? Ce soir, mesdames et messieurs, Hamda Hussein Farah, qui est bien sûr en charge de ce projet, va nous donner quelques éclaircissements. Alors Hamda, encore une deuxième fois, bonsoir. Bienvenue au studio de la RTD. Que pouvez-vous nous dire sur le projet de la cale sèche? Bien évidemment, tout le monde se pose des questions sur ce projet de cale sèche et cet engin qui, comme vous le dites, passe pas inaperçu sur la route de Venise. Donc le projet de cale sèche, c'est un projet qui a été initié depuis 1958, donc qui ne date pas d'hier. La cale sèche, c'est un chantier de réparation pour les navires. Et donc, aujourd'hui, on s'est doté d'un dock flottant de dernière génération. Donc, en 1958, quand ce projet a été initié, il y avait plusieurs sites qui ont été étudiés par des sociétés étrangères. C'était notamment à Gambeli, au site d'Obok également et à Damerjouk. Et aujourd'hui, ce projet s'est réalisé. Mais avec ce projet qui s'est réalisé aujourd'hui, c'est un moindre coût par rapport au projet initial de 1958. La différence entre les deux, c'est que à l'époque, la cale sèche était un dock flottant, un dock stable, statique, et qui n'était pas flexible. Celui-ci, en revanche, est un dock flottant qui peut aller dans divers sites en fonction de la demande. En fonction de la demande, d'accord. Voilà, et qui est modulaire, et qui peut être extensible en fonction de taille de navire. Juste une question. Est-ce que est-il opérationnel? Est-il opérationnel? S'il n'est pas, où sommes-nous avec les travaux de finalisation de cette cale sèche, bien sûr? Alors, actuellement, le dock flottant est en commissioning, ce qu'on appelle la mise en service. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a reçu le dock flottant, on avait les grosses œuvres qui ont été conçues au site de Mangalia, en Roumanie. Et à l'arrivée à Djibouti, donc on avait le choix soit de continuer les finitions en Europe avec des coûts en plus, ou de le ramener à Djibouti en même temps pour former notre personnel.
Et donc là, il y a les finitions qui sont en cours. Ces finitions veulent dire que les personnes sur place qui sont formées également vont avoir des certificats, vont être certifiées pour les travaux qu'ils feront sur le dock. Donc il y a tout ce process qui est en cours, donc c'est la mise en service du dock actuellement. Merci beaucoup, Hamda. Deuxième question, quels ont été les principaux critères qui ont conduit à choisir un quai flottant modulaire? Donc comme je l'ai dit sur la première question, le dock, la cale sèche initiale était en coût d'investissement beaucoup plus importante que celui dont on s'est doté aujourd'hui. La différence entre les deux, c'est que la cale sèche des années 1958 était un dock stable et fixe sur un site précis. Celui-ci peut aller en fonction de la demande sur plusieurs sites et est moins important en termes d'investissement entre les deux en comparaison et aussi est plus grand. Donc c'est le dernier dock flottant que le groupe Damen néerlandais leader sur le marché ont conçu, spécialement pour nous. Et en plus, en termes de régional, ce dock est le seul, c'est-à-dire en Afrique de l'Est, en mer Rouge et en golfe d'Aden. D'accord. Sur une route maritime qui est empruntée par 24 000 navires par an et dont 2 000 font appel à nos ports. Pourriez-vous nous dire pourquoi les autorités des ports et des zones franches ont voulu donc se doter de cette machine de dernière génération? L'idée était justement de se diversifier en termes d'activité, de ne pas être uniquement un port qui décharge et charge. Ça fait partie de la demande également. Donc dans ces navires, dans ces 2000 navires qui font appel à nos ports, certains nécessitent des travaux d'entretien. Donc il faut répondre à ces demandes-là et ne pas les envoyer vers d'autres sites. Donc ça fait partie de notre stratégie de diversification. Ça fait partie des stratégies de diversification. Merci beaucoup, Hamda. À présent, je vais donner la parole à Hussein, directeur général donc, de port de Demirjoug. Mesdames et messieurs, je vous rappelle que le port de Demirjoug est en général une zone industrielle qui est divisée en plusieurs parties. Et vous allez découvrir ce soir avec nous les différentes parties et comment ce projet fonctionne, c'est-à-dire bien sûr avec M. Hussein, directeur général. Hussein, bonsoir encore et merci d'avoir accepté notre invitation. Que pouvez-vous nous dire sur les activités de la zone industrielle de Demirjoug? Bonsoir Mohamed. Permettez-moi d'abord de vous donner un aperçu détaillé de la zone industrielle de Demirjoug. D'accord. La zone industrielle de Demirjoug s'articule autour de 5 industries fondamentales. 5 industries, d'accord. 5 industries fondamentales. À savoir l'énergie, la pétrochimie, la métallurgie, le département maritime, ainsi que le département qui est relatif à la construction des équipements de bâtiments, tels que l'unité de cimenterie et une unité de production de la céramique. Ce projet a été initié il y a 10 ans de cela, et nous avons commencé en octobre 2020 par le développement de la zone pilote. Par le développement de la zone pilote. Qui couvre une superficie de 2,5 km² et qui est dédiée au secteur d'activité de la pétrochimie. D'accord. Donc c'est 5 parties. D'accord. Quelles sont les parties actuellement opérationnelles? Nous savons bien qu'il y a un projet pilote. Oui. Mais actuellement, ces 5 parties, quelle est la partie opérationnelle? Comme je l'ai dit précédemment, nous avons commencé à développer la partie pétrochimique, qui va couvrir une superficie de 2,5 km², qui va comprendre une jetée pétrolière, des terminaux pétroliers, une raffinerie de pétrole, une usine d'électricité et les services annexes, d'autres industries dérivées. D'accord. Quelle est la vocation, M. Hussein, de cette grande zone industrielle? La vocation de cette grande zone industrielle, moi je dirais que c'est pour répondre à la demande progressive, surtout au niveau des produits pétroliers, dans la zone intra-est-africaine. Et ceci s'inscrit pleinement avec la stratégie du plan de développement des infrastructures
formulée dans la vision de 2035 initiée par le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh. Donc ce projet vise à tirer pleinement de notre position stratégique unique pour développer ce genre de complexe industriel. Nous savons bien que Djibouti dispose d'un port pétrolier. Pourquoi en rajouter un autre? Pourquoi en rajouter un autre? Très bonne question. Juste pour vous donner un historique. D'accord. À ma gauche, mon collègue Abdillahi, qui est un ancien du milieu pétrolier. Dans les années 50 jusqu'à la fin des années 110, le port de Djibouti était le deuxième port de soudage dans les colonies françaises. Et le cinquième port mondial en termes de soudage. Donc notre vocation est aujourd'hui redorer et de reprendre ce rôle-là. Et notre vocation, c'est de pouvoir répondre au développement des infrastructures, surtout, comme vous le savez, le continent africain possède 18 pays enclavés, dont 17 se trouvent dans la partie orientale et australe. Donc d'où la nécessité de développer un autre port pétrolier. Et notamment, si je prends par exemple, aujourd'hui nous avons aussi la surcharge du terminal Horizon, qui n'arrive pas à répondre aux demandes de nos voisins. Et plus particulièrement, je dirais aussi à la surchauffe du développement des infrastructures dans l'Afrique orientale. D'accord. Donc avec ce nouveau projet, pourrons-nous dire que nous allons un peu désengorger la situation actuelle, c'est ça? Effectivement, oui. Effectivement, nous allons désengorger, nous allons offrir même beaucoup plus de services. D'accord. Donc, comme vous le savez, nous suivons tout le temps les tendances actuelles en termes d'infrastructures, avec la digitalisation, avec un service très moderne. Donc l'AGT, elle, offrira des services assez modernes par rapport aux autres GT qui se trouvent dans la région. D'accord. Merci beaucoup, M. Hussein, je reviendrai vers vous. Maintenant, M. Abdillahi, je voudrais qu'on revienne un peu sur la SGTB. Bien sûr, vous avez repris la main, vous avez vraiment amélioré. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'évolution de la SGTB? Pour un peu retracer la situation. Retracer et exposer de manière synthétique, c'est qu'est-ce qu'on a fait pendant ces 6 dernières années où les autorités djiboutiennes ont pris le contrôle du terminal et confié le management à une équipe djiboutienne dont j'ai l'honneur de diriger avec une équipe de management, des directions. Les 2 missions qui ont été confiées à la SGTD nécessitaient un certain nombre d'actions parce que qui dit mission et objectif dit mise en place des ressources à la fois et beaucoup de ressources et ces ressources étaient d'abord de la compétence humaine, ensuite des ressources financières et des ressources matérielles. D'accord. Et donc nous sommes attelés en tant que l'équipe des GTD avec le soutien de notre conseil d'administration et du président de l'autorité portuaire. Nous sommes attelés à réaliser ces ensembles de préconditions pour atteindre l'objectif. Les objectifs qui étaient assignés, de fournir une bonne rentabilité afin de fidéliser les clients du gateway et de développer l'activité de transbordement, comme nous l'avons dit un peu plus tôt. D'accord. Ces activités, du coup, ce que nous avons établi, nous avons recruté des ressources humaines, en grande partie djiboutiennes, et également quelques expatriés pour nous aider, parce qu'aujourd'hui, nous exerçons une activité internationale et nous devons avoir des standards et des références des services internationaux. Donc nous avons besoin des meilleurs Djiboutiens, mais nous avons également besoin de quelques expertises internationales. Et ensuite, l'État actionnaire, le conseil d'administration, nous ont également donné les moyens d'investir dans le développement. Et donc nous avons investi en moyens matériels
et en espace. Parce que pour développer une activité, nous avons besoin, une fois qu'on a les ressources humaines qui sont la chose la plus importante, c'est la technologie. Et donc nous avons mis en place, nous avons mis à jour nos systèmes d'information et mis aux dernières technologies disponibles. Ceci pour nous permettre de gérer un volume plus important. Nous avons également étendu l'espace de stockage. Nous avons, vous savez qu'on avait inauguré récemment, il y a 6 mois, un espace de stockage ou un yard, mais également l'achat des matériels et notamment des portiques de grande capacité. C'est ce qui permet aujourd'hui de nous donner, de nous procurer les résultats des transbordements que nous avons. Et donc, en 6 ans, nous avons beaucoup investi en ressources humaines, en technologie, et en espace et en matériel. Résultat, aujourd'hui, pour nos clients locaux, nous avons une performance des services bien supérieure à ce que nous avions il y a 6 ans. Le temps d'attente, par exemple, pour un camion, si je donne quelques instants, était entre 90 minutes et 2 heures. Aujourd'hui, il est entre 1 heure et 1h20 maximum. Et nous avons pour objectif de la ramener à moins d'1 heure. Donc c'est l'objectif. Ensuite, au niveau transbordement, nous l'avons dit, aujourd'hui nous avons un volume qui a été multiplié par 10. Donc les investissements ont payé, mais comme je vous disais tout à l'heure, c'est la première étape de la marche vers le développement, notamment des transbordements. Donc est-ce qu'on peut dire que vraiment vous avez relevé le défi et que vous êtes arrivé, on ne va pas dire à atteindre tous vos objectifs, mais une partie des objectifs fixés? Nous n'avons pas tout réalisé. D'abord, un objectif, il y a un objectif stratégique à long terme, et ensuite il y a des objectifs à moyen terme. Ensuite, il y a des tactiques et des moyens pour arriver à des objectifs à court terme, pour être sûr d'arriver à celui de moyen terme. Nous pensons qu'aujourd'hui, nous sommes à mi-parcours. Ce que nous sommes en train de dire, c'est que il y a 2 ans, nous avions un terminal qui manutentionnait 600 000 TU ou EVP en français, c'est-à-dire 600 000 conteneurs à la fois local et international. 2 ans plus tard, cette année, Inch'Allah, si la tendance actuelle persiste, nous allons finir autour de plus d'1 million. Jusqu'à 1,2 million. Nous pensons que ce serait entre 1,1 million et 1,2 million. Donc c'est un doublement en 24 mois. Nous sommes sur la bonne voie, mais l'ambition fixée par le président de la République et les autorités portuaires, c'est au-delà des 1,2 million et 1,5 million. L'objectif, aujourd'hui, nous avons une capacité de 1,5 million et nous pensons pouvoir faire jusqu'à 1,2 million sur le marché. Mais l'ambition du pays est au-delà. Nous avons des feuilles de route pour atteindre d'ici 7-8 ans, 2030, à 3,5 millions. Donc nous disons que c'est la première marche et nous avons encore des marges de progression, et donc nous allons continuer sur cette lancée, à renforcer nos capacités humaines avec les Djiboutiens en majorité, à faire appel quand c'est nécessaire, et uniquement quand c'est nécessaire temporairement, à de la compétence étrangère en nombre restreint, et pour atteindre cet objectif. Et nous sommes confiants que l'État actionnaire et les autorités de port continueront à nous soutenir pour atteindre ces objectifs. Et donc l'objectif, c'est d'atteindre 3,5 millions en 2030, Inch'Allah. Merci beaucoup, M. Segat, pour ces éclaircissements. Je donne la parole à Hamda. Tout à l'heure, Hamda, vous avez dit que la carte sèche, donc ces travaux de finalisation se feront à domicile, à Djibouti. Donc, qui fera ces travaux-là, et que pouvez-vous nous dire sur les ressources humaines? Bien sûr, nous savons tous que c'est la première fois que Djibouti se dote d'un tel engin. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les ressources humaines et qu'est-ce que vous avez prévu en ce sens-là? Très bien.
Alors, en termes de ressources humaines, donc, comment se passe cette mise en service? C'est qu'on a déjà dans un premier temps prospecté avant l'arrivée du DOC, lycée professionnel, des ateliers professionnels pour faire un recrutement de plusieurs techniciens, que ce soit des ingénieurs en électricité, en technologie, que ce soit en mécanique, également des soudeurs, des peintres, des tôliers, donc il y a plusieurs catégories de métiers donc, pour le DOC. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pendant cette mise en service, il y a des experts du groupe Damen qui sont là et qui forment ces personnes et qui font en sorte qu'ils aient des certifications. Parce que quand le DOC va accueillir un navire pour une réparation, le propriétaire du navire ne va pas mettre son navire dans n'importe quel dock flottant. Il va d'abord se renseigner si les personnes de ce site sont qualifiées en les certifications nécessaires pour faire ces réparations. Donc tout ce process est en cours. Les jeunes sont formés. Avant-hier, il y avait même une session de 3 jours de formation en sécurité et tout ce qui est aspect environnemental à l'hôtel Acacia pour former notre personnel. Donc il y a des experts internationaux qui sont venus. En même temps, pour répondre du coup à votre question, c'est pas la première fois qu'on fait cette activité. C'est la première fois qu'on a un engin de cette taille-là. Mais depuis 2013, on a également acquis un dock flottant qui, lui, est capable d'accueillir des navires de 700 tonnes. Celui-ci peut accueillir des navires de 20 000 tonnes. Donc voilà. Le dock qu'on avait en 2013 a accueilli des chalutiers somaliens, des navires, des remorqueurs des autorités yéménites, des navires en détresse qui ont besoin de quelques réparations. Voilà. Donc ce n'est pas une activité méconnue en tout cas de notre part. Pour le transfert de compétences, vous avez prévu pour combien d'années? C'est-à-dire 1 année, 2 années, 3 années? Jusqu'à quand ces experts vont pouvoir rester avec les jeunes que vous avez recrutés? Dans un premier temps, on a nos équipes aussi qui sont en charge du DOC acquis en 2013, qui sont eux déjà certifiés et qui travaillent depuis 2013, aident également les experts internationaux à former les jeunes que nous avons pris. Donc, en même temps, dans ces jeunes-là, il y a beaucoup de personnes djiboutiens qui travaillent depuis très longtemps et qui sont dans le marché à Djibouti et qui parlent parfois en français, en anglais. Donc ces personnes-là sont formées en langue également en parallèle comme appui. Donc voilà, ce transfert de compétences prendra peut-être 3-5 ans, mais en tout cas l'autorité des ports et des zones franches est là pour appuyer et faire en sorte que ce projet réussisse, parce que sans cette ressource humaine solide, ce projet ne se fera pas. Je reviendrai vers vous, Hamda. Merci beaucoup pour ces éclaircissements. Je veux redonner la parole au directeur Hussein. Que pouvez-vous nous dire sur le projet pilote de la zone industrielle de Medjoug? Bien évidemment, tout à l'heure, vous avez cité 5 parties. Et dans ces 5 parties-là, je crois qu'il y a un projet pilote. Donc, que pouvez-vous nous dire sur ce projet pilote? Et au jour d'aujourd'hui, où est-ce qu'il est ce projet? Ce projet pilote, comme je vous l'ai dit précédemment, nous avons commencé par la construction et le développement de la jetée pétrolière. D'accord. Et aussi par le développement du premier terminal pétrolier. Nous avons entamé les travaux de la construction de la jetée pétrolière en octobre 2020. D'accord. Juste un mois après la cérémonie de pose de la première pierre qui a été effectuée par le président de la République le 3 septembre 2020. Et dans la foulée, nous avons demandé à ce que notre principal contractant, à savoir Somagec, qui est une multinationale spécialisée dans la construction des infrastructures portuaires, puisse démarrer les travaux le plus rapidement possible. Pour cela, il a fallu affréter un avion spécial pour ramener nos collaborateurs marocains. Donc l'avion qui a été affrété, c'est la compagnie Royal Air Maroc. C'était en octobre 2020. Et par la même occasion, nous avons essayé d'assister nos étudiants djiboutiens qui étaient bloqués au Maroc pour ramener avec cet avion-là. Donc
en octobre 2020, comme je dis, nous avons entamé ces travaux d'AGT. Je vais essayer de vous donner un bref aperçu de l'AGT. L'AGT est composée d'une digue en enrochement de 2,5 km, d'un pont d'accès qui servira de communication entre la digue et les deux postes d'amarrage. Les deux postes d'amarrage, le premier quai, lui, est un quai qui sera capable d'accommoder des navires côtiers, pétroliers et océaniques d'une capacité allant de 30 000 à 120 000 tonnes de port en lourd, TPL, avec un tirant d'eau de moins 17. Le quai 2, lui, sera capable d'accommoder des bateaux pétroliers ou des navires pétroliers d'une capacité allant de 8 000 à 30 000 TPL. D'accord. Donc cet ouvrage comportera 9 lignes de chargement. Donc 4 lignes, on aura 4 bras de chargement qui seront sur le quai 1. Et sur le quai 2, nous aurons 5 bras de chargement où on pourra traiter 5 types de produits. Donc les différents produits que nous allons traiter seront le gasoil, le jet, le fuel oil, l'essence et le GPL. Je donne la parole au directeur général de la SGTD. Monsieur le directeur, quelle est la position de la SGTD par rapport à la compétition régionale et internationale? Merci de la question. En ce qui concerne la position des SGTD sur la place régionale, vous savez qu'on est les gateways ou la porte d'entrée des imports et exports éthiopiens. Donc sur ce marché, nous sommes les premiers, pour ne pas dire l'exclusivité. Donc sur ce marché, nous sommes leaders. Au niveau de la compétition régionale, il y a un autre port, le port concurrent, c'est Mombasa. Alors ce port, lui, nous avons un pays enclavé, et lui, il a 3 à 4 pays enclavés. Le Sud-Soudan, l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi et même la partie est du Congo. Et là, nous avons une marge de progression et nous souhaitons à l'avenir trouver les moyens d'accéder au marché sud-soudanais et ougandais. Donc on peut dire, sur la partie régionale, nous sommes les deuxièmes ports. Sur notre hinterland, l'Éthiopie, nous sommes premiers, mais si nous devons étendre le marché, nous avons une marge de progression. En ce qui concerne le transbordement international, là nous sommes leaders. Même par rapport à Mombasa, nous sommes en Afrique de l'Est le premier port de transbordement de la partie orientale de l'Afrique. Ceci dit, également, il y a une marge de progression parce que c'est un marché avec un potentiel élevé. Il y a plus de 40 millions de EVP qui transitent et tous les ports, grands ports de transbordement de la région sont à ce jour du côté de la péninsule arabique. Et nous souhaitons prendre part à cette compétition. Nous avons commencé, nous allons finir cette année qui sera une année record de transbordement entre 400 et 500 000 TU, comme je vous disais, multiplié par 10 par rapport au début des activités des GTD. Et donc nous sommes bien positionnés et nous souhaitons et nous voulons augmenter davantage le volume et la présence et la part des marchés de Djibouti régionalement et internationalement. D'accord, lorsque vous dites d'augmenter, vous voulez aussi attirer des nouvelles clientèles, c'est ça? Exactement. Aujourd'hui, nous transbordons des pays assez proches. C'est le Yémen, l'Arabie Saoudite, la Somalie. Ce que nous souhaitons, c'est d'aller au-delà et participer au transbordement Asie-Europe. Alors, comment comptez-vous attirer des nouvelles clientèles? C'est quoi votre stratégie? Comment comptez-vous y prendre? Les clients de transbordement, qu'est-ce qui attire? C'est ça qui est important. Et ce qui les attire, c'est une capacité de manutention, une performance, une capacité de stockage et un tarif. Et bien sûr, des ressources humaines et des ressources en technologie qui permettent de bien fonctionner. Ça demande beaucoup d'investissement
parce qu'il faut étendre les quais, construire une capacité de stockage importante. Donc, si à notre échelle actuelle, nous avons cette capacité et nous devons investir davantage parce que nous avons consolidé la base, maintenant c'est le développement. Nos équipes opérationnelles et support sont très performantes. Nous avons le soutien de notre État actionnaire et nos autorités portuaires qui nous soutiennent et nous permettent d'investir. Il va falloir investir en quelque sorte au niveau de l'ambition que nous voulons avoir, parce que le marché est là. Le marché est là, la capacité humaine et technologique, ce n'est pas ce qu'il y a de plus cher et elle est disponible. Le principal défi, c'est la capacité financière, mais nous pensons avoir le soutien, nous avons le soutien de notre État, de l'État et des autorités portuaires pour trouver les voies et moyens pour pouvoir investir. Nous avons la performance, donc il faut qu'on investisse. Pour clore cette partie de clientèle, monsieur le directeur, pouvez-vous nous préciser quel type de clientèle comptez-vous attirer? C'est-à-dire, où est-ce que vous allez chercher, dans quel secteur vous allez en chercher de nouvelles clientèles? La clientèle que nous souhaitons attirer, c'est une clientèle qui passe pas loin de nos eaux territoriales. Vous savez qu'aujourd'hui, l'essentiel des usines de fabrication se trouve en Asie, de l'Inde jusqu'au Corée, et qu'une grande partie de la consommation se passe plutôt à l'ouest, dans les pays européens, méditerranéens et Amérique du Nord. Et nous sommes au milieu de ces marchés. Ajouté à cela, l'Afrique qui se développe beaucoup, et notamment l'Afrique de l'Est. Et là aussi, nous avons une position privilégiée. Donc, en quelque sorte, nous sommes au centre du commerce mondial. Donc, la clientèle est là, tout simplement. Et ce commerce de transbordement, il s'arrête à mi-chemin pour des raisons de logistique et d'optimisation des navires. Et aujourd'hui, il y a des grands ports. Il y a le port d'Émirats arabes, il y a des grands ports à Oman, il y a des grands ports en Arabie saoudite, il y a des grands ports sur la route comme le Sri Lanka, Singapour. Et nous sommes sur le même axe, voire parmi une position beaucoup plus privilégiée. Donc nous voulons capter ces marchés de notre position géostratégique. À la fois sur les trafics Est-Ouest, mais également être un acteur majeur de la pénétration et du développement de l'Afrique, et notamment de l'Afrique de l'Est, qui est une forte population, qui a beaucoup de pays enclavés et qui n'a pas beaucoup de ports de notre niveau. Donc nous sommes vraiment bien situés. Maintenant, les défis majeurs que nous avons commencé à relever en partie, ce sont une efficacité opérationnelle et une capacité d'investissement. Merci beaucoup, monsieur le directeur général de la SGTB. À présent, je donne la parole à Hamda. Hamda, nous savons bien que vraiment acheter ou obtenir un tel engin de nos jours est très cher et un peu complexe des fois. Donc, que pouvez-vous nous dire sur les défis auxquels vous avez dû faire face lors de l'obtention de la cale sèche? Les différents défis auxquels on a dû faire face pendant l'acquisition de ce dock, c'est plusieurs défis. Donc on a la phase de transaction financière avec les échanges avec les institutions financières. On a également la partie conception du dock. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que notre fournisseur qui a construit le dock est le groupe Damen, qui est un partenaire historique de Djibouti. Donc on a eu dans le planning de construction du dock 1 an et demi d'avance sur la production de la cale du dock flottant. Je vais vous expliquer comment cette avance est arrivée. Donc, c'est pendant la phase de transaction financière avec les institutions, pendant les discussions. En même temps, le dock était en construction. Et ça, c'est grâce à la relation de confiance qu'on a avec Daman, qui nous a fourni nos remorqueurs, et plein d'autres unités qui sont aujourd'hui
opérationnels dans nos ports et qui servent la capitainerie. Quand on a fini la transaction financière de ce projet, le dock était déjà conçu à 65% à ce moment-là. Et donc c'est ce qui a permis que le dock puisse arriver en avance du coup à Djibouti. Et les différents défis auxquels on a fait face sont, pendant la construction de ce dock, c'était également en période du Covid, en parallèle du projet de la jetée pétrolière de Damerjoog, en pleine crise de Covid. Donc tout ce qui est équipement en ferraille ou acier ou toutes ces choses-là ont bien été sécurisées avant le Covid. Donc c'est ce qui nous a sauvés et nous a permis d'être en avance et de réaliser les projets à temps. Donc voilà, tous ces défis-là sont plus ou moins, doivent être réalisés avec une attention assez rigoureuse et surtout d'avoir une expertise nécessaire pour pouvoir les réaliser en temps D'accord. Merci beaucoup Hamda. Je reviendrai tout à l'heure vers vous pour une question concernant les ressources humaines. À présent, je voudrais donner la parole au directeur général du port de Damerjoog, plus précisément la zone industrielle. Monsieur le directeur, tout à l'heure, vous nous avez parlé que cette zone industrielle est repartie en 5 grands projets. Donc, ma question est-ce que cette zone industrielle de Djibouti Damerjoog est unique en son genre dans la Corne de l'Afrique ou dans la région en général? Merci Mohamed. Plus précisément, si je parle de la phase pilote, les ouvrages qui concernent la phase pilote, je peux vous confirmer que c'est des ouvrages modernes, uniques en leur genre. Et la conception et la construction de ces ouvrages ont été conçus conformément aux derniers standards des codes applicables en la matière, à savoir les codes applicables en matière d'infrastructures portuaires et maritimes, les codes applicables en la matière concernant la sûreté et la sécurité des navires, les codes applicables en matière de construction des infrastructures pétrolières. Donc à titre d'exemple, je peux vous donner, par exemple, si on prend les bras de chargement, qui sont les équipements qui sont dédiés au chargement et déchargement des bateaux, ils sont équipés d'un système automatique de détection de fuite qui s'arrête automatiquement. Et cela, c'est dans le cadre comment vous dire, dans le respect de l'environnement. Et ce genre d'ouvrage n'existe pas dans certains ports même. D'accord. Dans certains pays. Dans certains pays européens et même dans certains pays très développés comme le Maroc ou l'Afrique du Sud. Ce genre d'installation aujourd'hui. D'accord. Et nous devrons être fiers d'avoir ce genre d'installation moderne qui ont vocation à reconfigurer, Inch'Allah, le positionnement de Djibouti dans le commerce intra-est-africain, la péninsule arabique, avec le reste du monde. D'accord. Nous savons bien que une fois ce projet fini, bien sûr, il y aura des investisseurs qui seront intéressés à venir à Djibouti et investir dans cette grande zone industrielle. Alors, comment comptez-vous attirer les investisseurs étrangers? Qu'est-ce que vous avez prévu en ce sens-là? Permettez-moi d'abord de revenir sur un point très essentiel. Lorsque nous avons démarré ce projet-là, et pour montrer le sérieux de notre projet, nous avons fait des études assez poussées. Nous avons fait des études techniques, des études financières pour permettre et pour démontrer le sérieux de notre projet. D'accord. Et de ce fait, nous avons eu des intérêts vifs qui ont été manifestés par pas mal de compagnies internationales, précisément dans le domaine pétrolier,
Nous avons eu pas mal d'intérêts que nous avons reçus des sociétés telles que Trafigura, Vitol, Rubis, toutes les sociétés ou tous les traders internationaux. D'accord. Donc, aujourd'hui, cela se concrétise par la signature d'abos commerciaux que nous avons signé avec 3 compagnies étrangères. D'accord. Le dernier en date, c'est celui de la raffinerie de pétrole avec une capacité de 300 000 barils par jour. D'accord. Cela prouve réellement le sérieux du projet. D'accord. Merci beaucoup, M. Hussein. Je voudrais revenir sur SGTD, Monsieur le Directeur, si vous le permettez. Nous avons évoqué plusieurs points ce soir, mais une question vraiment se pose concernant les performances des opérations de la SGTD. La performance SGTD sont d'un bon niveau et ce qui le démontre, c'est le niveau de croissance de volume que nous avons depuis 2 ans et qui se poursuit en 2024. D'accord. Aujourd'hui, nous nous situons à de niveaux des performances à la fois régionales et mondiales qu'on avait l'habitude d'avoir. D'accord. Alors, cette performance, elle a plusieurs aspects, parce que nous avons 2 types de clients en quelque sorte. Il y a les clients côté mer, qui sont les navires qui amènent le conteneur à importer et qui repartent avec le conteneur exporté par nos clients locaux ou régionaux. D'accord. Donc ça, les clients, c'est les lignes maritimes. Ensuite, nous avons la partie que nous appelons la partie terrestre, qui sont nos clients importateurs et exportateurs pendant le temps de séjour de leurs conteneurs dans le terminal. C'est-à-dire comment nous positionnons leurs conteneurs, comment nous leur mettons à disposition et dans quelle mesure nous les livrons dans les temps par rapport à leurs souhaits. Et la disponibilité de ces conteneurs et surtout l'état de ce conteneur, c'est-à-dire en bon état, parce que c'est une boîte dans laquelle il y a quand même des marchandises de grandes valeurs, et donc le manutentionner ces conteneurs qui bougent beaucoup à l'intérieur du terminal, dans quel état ils les récupèrent. Sur tous ces plans, aujourd'hui, nous sommes dans une situation, quand on se compare aux ports de la région et africain, nous sommes dans les tops du classement, quand nous sommes, comme on l'était par le passé, premier en Afrique subsaharienne, 3e en Afrique globale, derrière Tanger Med et Port Saïd, et puis au niveau mondial, un classement entre 30 et 50, dans le top 50. Nous pensons que c'est la réalité et la preuve, c'est la confiance des clients, à la fois régionale et internationale, qui a permis, qui prouve que cette performance est bonne, parce que nous venons de dire, nous avons fait une croissance de 40% en 2023 par rapport à 2022, et en 2024, nous sommes sur une croissance de l'ordre de 30% par rapport à 2023 qui était déjà élevée. Je pense que c'est une preuve assez éclatante de la performance des équipes des GTD. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur, pour ces éclaircissements concernant les performances. Hamda, nous savons bien que le quai flottant va, après avoir été mis en service, exiger beaucoup de main-d'œuvre et beaucoup d'autres côtés techniques. Donc, qu'est-ce que vous avez prévu en ce qui concerne pour les employés, bien sûr, de ce secteur-là? Que pouvez-vous nous dire sur les postes qui seront créés? Bien sûr, vous avez dit tout à l'heure, on a fait appel à au LIC, bien sûr, Oui. pour le lycée technique, pour avoir des jeunes qualifiés et qui seront formés en ce sens-là, comme vous l'avez si bien précisé tout à l'heure. Qu'est-ce que donc vous pouvez nous dire sur la création d'emplois concernant ce projet de la cale sèche?
Merci pour la question. Ce projet de cale sèche du dock flottant, donc Djibouti Ship Repair Yard, accorde une attention particulière dans tout ce qui est ressources humaines et les formations et qualifications pour que les normes standards internationaux soient respectées. Bien évidemment, c'est des clients internationaux que nous allons servir. C'est la réputation de nos ports qui est également mise en jeu dans ce projet. Donc il est très important de respecter les standards internationaux. Pour cela, nous avons des formations spécifiques dans chaque secteur, dans chaque domaine qui sont programmées. Et cette formation inclut également un séjour à l'étranger dans des sites de construction, dans des centres d'ingénierie où des travaux sont réalisés en tant que tels. Concernant les opportunités d'emploi de ce projet, nous comptons donc uniquement pour la première phase 600 postes en direct emploi et en tout ce qui est indirect, c'est de l'ordre de 1000 postes. Les 1000 postes comprendront les restaurations, les hôtels, les taxis, toutes les activités connexes qui feront vivre ce projet. D'accord. Merci beaucoup, Hamda. Avant de clore, bien sûr, parce que nous sommes presque arrivés à terme de cette table ronde, je voudrais donner la parole au directeur Hussein. Monsieur le directeur, que pouvez-vous nous dire sur l'état d'avancement des travaux de la zone industrielle Djibouti Demirjoug? À valeur aujourd'hui, nous sommes en termes d'avancement, nous avons atteint à peu près 95,3% en termes d'avancement. Si on essaie d'être beaucoup plus, si on rentre beaucoup plus en détail, si on essaie de scinder l'état d'avancement en deux, pour ce qui concerne la partie génie civil, nous sommes pratiquement à 100%. La partie process qui concerne l'installation des pipes, l'électricité, l'automatisme, nous sommes à peu près à 79%. Donc ce qui fait un cumul à peu près de 95% au total. D'accord. Et que pouvez-vous nous dire sur la capacité de volume de la GT pétrolière et des terminaux pétroliers, bien sûr, dans cette zone industrielle? À terme, cette GT à vocation multiple devrait normalement avoir dans la phase 1 une capacité de traitement de 13 millions de tonnes de produits raffinés et bruts. Et nous avons aussi réservé des extensions futures pour doubler la capacité et passer à un traitement annuel de 20 millions de tonnes de produits raffinés et bruts. D'accord. Merci beaucoup, monsieur le directeur. À présent, mesdames et messieurs, juste pour rappel, récemment, selon un rapport de la Banque mondiale, elle a classé, elle nous a donné un classement de 379e place. Donc je crois que c'est la question que tout le monde se pose aujourd'hui. En voyant le directeur général de la SGTD, tout le monde se dit quand est-ce qu'il va pouvoir répondre à cette question sur le classement. Monsieur le directeur, quelle est la position de la SGTD concernant ce classement de la Banque mondiale? Je voudrais aussi que vous nous parliez un peu sur quels critères la Banque mondiale s'est basée pour pouvoir donner un tel résultat. Écoutez, c'est un élément important et qui était un peu un sujet d'actualité, voire de controverse ces derniers mois à Djibouti, et qui a surpris beaucoup de personnes à Djibouti, mais également nos clients internationaux qui utilisent les terminals. Et donc, avant d'aller sur le classement lui-même, je pense que c'est important de partager avec notre public et comment ce classement est effectué et quelle est la performance, quels sont les liens entre le facteur d'évaluation de ces classements et la performance réelle d'un terminal. Pas seulement le nôtre, mais des standards. Nous avons été surpris parce que, comme on l'a dit, nous étions sur la même
niveau de performance que les années précédentes. Il y a des variations assez, on va dire, modérées, parce qu'il y a les autres, nous, en fonction de contraintes volume par volume, plus de volume, moins de volume. Mais globalement, nous avons les mêmes niveaux de performance que les 3 dernières années. Comment maintenant la Banque mondiale mesure les classements qu'ils publient? Ils utilisent un outil qui est assez transparent en théorie, qui est ce qu'on appelle, il y a un ordinateur, enfin il y a un système qui s'appelle AIS, qui est sur les navires et sur les navires marchands. Donc, ce qu'ils cherchent à mesurer, la Banque mondiale, c'est combien de temps un navire est resté dans les eaux territoriales d'un pays quand il travaille. Parce que normalement, un navire a vocation à naviguer. Parce qu'une attente, c'est un coût. Donc, ce qu'ils cherchent à mesurer. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? C'est les données, nous pensons la Banque mondiale, et ils l'ont dit, collecte ces données à l'entrée de notre rade. Et ensuite, ils collectent pour le même navire à la sortie. C'est un signal qu'ils envoient. Et donc, ils disent, bon, ces bateaux, il est resté 24 heures pour un volume donné. Ces autres bateaux, il est resté tant d'heures. Dans une situation normale, qu'est-ce qui se passe pendant ces temps-là, entre l'entrée et la sortie? Tout simplement, le bateau vient et se met à la rade. Ensuite, il rejoint le quai du terminal où il est opéré. Ensuite, il revient à la rade et il part. Ça, c'est les conditions normales des classements. Et là, il y a quand on est dans une situation quand on n'a pas de contraintes extérieures, quand on n'a pas de facteurs exogènes, ces éléments de mesure, ils sont conformes aux éléments réels de performance. Et c'est ce qui se passait les années précédentes à Djibouti. Les navires qui venaient à notre rade, c'était des navires qui étaient destinés à venir sur nos quais, à être opérés et à partir. Et avoir un délai d'attente qui consiste à dire le temps d'opération, pas d'autres délais d'attente. Et qu'est-ce qui s'est passé ces dernières années, cette année, l'année 2023 et qui continue l'année 2024? C'est que nous avons 2 éléments exogènes. Le premier, c'est que nous avons les institutions internationales ont décidé de conduire à Djibouti les inspections des navires à destination et en provenance du Yémen. Et donc ces navires-là rentrent sur nos territoriales, restent à la rade en attendant une autorisation d'accoster. Et ils attendent que des inspecteurs internationaux l'inspectent. Ensuite, ces navires viennent au quai, nous opérons comme traditionnellement. S'ils devaient rester 10 heures, il reste 10 heures. S'ils devaient rester en fonction des opérations une journée, c'est une journée. Ensuite, ils repartent à la rade. Et là, de nouveau, avant qu'ils quittent nos territoires, il y a un autre contrôle. C'est ce temps-là qui est un facteur exogène, qui n'est pas du tout un facteur opérationnel. Le temps d'attente à une inspection internationale. Ça ne concerne pas Djibouti, ça ne concerne pas le port, ça ne concerne pas les autorités portuaires. Un deuxième élément, encore plus étrange, c'est que vous savez qu'il y a, depuis la fin de l'année dernière, qu'il y a une crise sécuritaire dans la région. Donc un certain nombre de navires, même avant la crise, viennent de temps en temps sur les eaux territoriales de Djibouti et passent un temps donné pour un certain nombre de sujets. Ça peut être pour être réparé, ça peut être pour changer d'équipage. Mais ces derniers mois, c'était pour attendre aussi une escorte pour passer le détroit de Bab el-Mandeb. D'accord. Mais au niveau de la Banque mondiale, ce qu'ils font, c'est qu'ils collectent ce qu'ils avaient l'habitude de faire, ces données, et du coup, ensuite, ils ont publié telles quelles, sans retraiter les données qu'ils ont collectées par rapport à la réalité opérationnelle de nos installations portuaires. C'est pour cette raison qu'il y avait eu une divergence, qu'il y a eu des communiqués, qu'ils ont envoyé une délégation et ils ont compris qu'il y avait des facteurs exogènes qui n'étaient pas retraités de leur analyse. Et donc, c'est ce que la réalité, elle est
quelle est la situation des performances du terminal et la satisfaction des clients. Et comme je vous l'ai dit plus tôt, comme on l'a dit plus tôt, l'année 2023, c'était 40% de croissance et autant en performance financière. Et l'année 2024, on est sur la même lancée. Donc nos clients sont là. Ça veut dire que notre performance est là. Maintenant, pour l'année prochaine, on va essayer avec la Banque mondiale pour que les éléments exogènes à l'industrie, et comment ils les retraitent. Parce que c'est quelque chose qui a pénalisé, on va dire, en communication. Pas en réalité, ça n'a pas d'effet, mais en communication, peut-être des clients qui ne nous connaissent pas. Et c'est quelque chose que nous avons contesté fortement, à tous les niveaux. D'accord. Donc c'est ça qui a conduit à la publication de ce rapport. Exactement. Merci beaucoup. Et c'est ce décalage entre la performance réelle et les chiffres qui sont sortis qui a aussi fait les débats en interne. La dernière question. Quelles sont les projections pour l'impact environnemental et les normes de sécurité pour ce projet, bien sûr? Alors les impacts environnementaux et les normes de sécurité de ce projet, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des standards internationaux qui sont exigés, comme je l'ai dit. Et dans ces standards exigés, du Woody-Ship Palial doit se conformer à ces standards. Donc il y a des standards ISO, il y a des études environnementales qui sont réalisées sur une longue période, il y a plusieurs parties prenantes qui sont impliquées. Il y a le ministère de l'Environnement également qui est impliqué, donc il y a un comité en charge qui réalise ces inspections et qui vérifie si les normes sont bien respectées. Pourquoi? Parce que ces activités de carénage des navires vont sûrement polluer peut-être notre environnement. Donc il faut vérifier si tout est en norme pour éviter justement la dégradation de notre environnement, pour ne pas polluer nos eaux et pour avoir des normes de sécurité solides pour non seulement protéger notre personnel, notre asset qu'on a acquis, mais aussi assurer le client qui va ramener son navire pour des activités de réparation dans le dock. Merci beaucoup, Hamda. Pour clore, mesdames et messieurs, je vais donc poser une dernière question concernant les projets en perspective. Donc, je commence par Hussein. Hussein, quels sont les projets en perspective de la zone industrielle du Mtité-Medjour? Les projets en perspective, là, comme nous avons, comme je disais précédemment, nous avons entamé en 2020 le développement de la GT pétrolière. Là, nous venons de finaliser le traitement de sol du premier terminal pétrolier, qui aura une capacité en phase 1 de 150 000 m3. Et nous allons après pouvoir augmenter la capacité de ce terminal en passant de 150 000 à pratiquement 350 000 m3, qui va repositionner et renforcer notre rôle de hub pétrolier et gazier dans cette région de l'Afrique de l'Est, et par la création d'un millier d'emplois directs et indirects, et qui permettra de stimuler l'économie nationale et le PIB du pays. Les projets en perspective de la SGTD. Les projets en perspective des SGTD, ils consistent à accélérer la phase de développement. Parce que, comme nous l'avons dit un peu plus tôt, c'est que nous avons consolidé nos clients régionaux. Nous sommes en pleine croissance sur la partie internationale. Maintenant, c'est de mettre les bouchées doubles pour élargir les clients de Hinterland, c'est-à-dire d'aller au-delà de l'Éthiopie, le Sud-Soudan, l'Ouganda, quelque chose qui a déjà commencé en partie à des niveaux modestes mais intéressants, à travers les segments qu'on a appelés mer-air, c'est-à-dire importer des biens par mer. C'est plus rapide que la plupart que les autres ports est-africains, et de les transporter par avion dans le pays enclavé, comme le Sud-Soudan, l'Ouganda et au-delà.
Mais ces segments également, pourquoi pas envisager des investissements progressifs en fonction des potentiels. Dans ces pays-là, on port sec, en partenariat avec des acteurs dont nous verrons un intérêt à travailler ensemble, que ce soit en Éthiopie ou dans les pays, autres pays enclavés. Ça, c'est la partie régionale. Au niveau international, comme on l'a dit plus tôt, c'est que c'est un potentiel énorme. Donc notre capacité, ça démontre notre capacité d'investissement et des réalisations de projets. Donc nous sommes en train de se structurer, de renforcer nos ressources humaines, nos ressources projets, pour entamer des projets de développement en espace de stockage. Et bientôt, nous espérons, une extension des quais importante. En espace de stockage, nous avons déjà commencé, nous avons loué plusieurs terrains, dont un terrain important à notre maison mère PDSA, et au niveau d'IMP, qui fait partie des choses qui ont augmenté la capacité de stockage, mais également un autre terrain en face pour augmenter le niveau de capacité. Maintenant, il nous reste à augmenter la capacité côté mer, maritime, parce que pour le transbordement, le conteneur doit être proche du quai. Pour les clients terrestres, il peut sortir du terminal, mais il est préférable et moins coûteux et plus rentable d'avoir le conteneur de transbordement proche. Donc nous avons besoin d'étendre notre espace côté mer, à la fois en quai et en espace. Ça demandera des investissements importants, mais nous avons la capacité financière à un niveau raisonnable au niveau de la société, mais nous avons aussi le soutien de nos autorités et du pays pour arriver à réaliser ces investissements. L'objectif que nous recherchons, c'est de passer à la capacité actuelle de 1,5 million à une capacité de 3,5 millions à horizon de 2030. D'accord. Merci beaucoup, monsieur le directeur général de la SGTD. Enfin, que pouvez-vous aussi nous dire les projets en perspective de ce quai flottant? Les perspectives de ce projet, donc du dock flottant, c'est dans un premier temps, à court terme, de réaliser la mise en service convenablement et d'opérer et de pouvoir porter Djibouti Ship Repair Yard dans l'international et d'être reconnu comme le site de réparation navale en termes de la région régionale et en mer Rouge, d'être le site principal de réparation. À long terme, les perspectives que nous avons, c'est de développer, d'innover et de respecter également, de faire en sorte de répondre aux demandes croissantes dans le domaine maritime. Nous sommes actuellement en train de réaliser quelques études également pour voir un projet de construction navale. Donc c'est-à-dire là on est en réparation navale, ce qu'on attend, ce qu'on en tout cas espère à long terme, c'est d'avoir un site de construction navale à Djibouti. Merci beaucoup pour ces éclaircissements. Je crois que les différents responsables de l'autorité des ports et des zones franches ont ce soir répondu à toutes nos questions. Mesdames et messieurs, merci à vous aussi d'avoir suivi cette table ronde exceptionnelle. Nous sommes arrivés à terme de cette table ronde. Mesdames et messieurs, je vous dis à très bientôt et excellente suite de programmes sur Télé Djibouti.